Salut les pirates, c'est le Capitaine Crochet. Boum pour un nouveau portrait, une discussion en solitaire si je puis dire, pour un portrait qui reste dans la thématique que je voulais, qui est la jumélité, qui est ces fameux frères jumeaux, qui est une chose quand même assez incroyable et impensable qu'on a vécu dans les années, notamment les années 2010, dans la boxe. Nous avons fait avec notre grand ami Antoine de 130 livres la discussion Hall of Fame de Jermell Charlo, et je me devais effectivement de voir l'autre côté de la pièce, si je puis dire, le frère Jermell Charlo, qui aussi présente beaucoup de thématiques envers son parcours, et ça m'intéressait énormément d'en parler avec vous. N'oubliez pas les chroniques du Capitaine Crochet, le magasin, et dans le lien est dans la description de cette vidéo, évidemment. Et puis on va parler d'un boxeur finalement que j'ai beaucoup aimé, même si, comme beaucoup d'autres, finalement, j'aurais pu intituler ce portrait l'énigme, l'énigmatique Jermell Charlo, mais bien plus que cela. Jermell aura été on va pas dire une comète, mais on va être quand même une pépite qui finalement n'aura pas réussi à trouver sa place, pas réussi à percer, aura eu beaucoup d'actes manqués dans sa carrière, et finalement restera un très grand point d'interrogation. Mais j'en suis déjà à la conclusion. Mais Jermell Charlo finalement m'apparaît la découverte que j'en ai arrive bien plus tard que son frère. Son frère, c'est 2014 où je put on notice, c'est-à-dire je fais ok, là va falloir regarder ce boxeur, c'est très bon. Jermell arrive un peu plus tard finalement, puisque il commence sa carrière en 2008, mais à la différence de beaucoup de jeunes loups qui ont les crocs, finalement Jermell n'apparaît au grand public qu'en 2015. Et déjà ça, c'est intéressant à noter. Oui, j'avais pu le remarquer, vraiment en fouillant dans mes souvenirs, je crois que j'avais pu le remarquer en sous-carte de Broner contre Maidana. Il devait être dans les prélims ou quelque chose comme ça. Et vraiment en creusant, je me demande s'il n'était pas aussi en sous-carte d'un Sean Porter contre Kell Brook, mais encore une fois, ça sera vérifié. Voilà, je vous parle de mémoire. Mais voilà, vous savez, c'est ce genre de rencontre que tu as avec un boxeur pendant la fight night, sur la fight card, que tu dis ah, intéressant, et puis finalement t'oublies parce qu'il n'y a pas progression, parce qu'il n'y a pas step up, et ça a été beaucoup comme ça. Mais arrive l'année 2015, année essentielle pour les frères Charlo et surtout pour Jermell, l'année du grand avènement et du grand démarrage de PBC. Et vous voyez comme quoi faire les 10 ans de PBC, l'historique de PBC était important, puisque Jermell Charlo finalement devient quelqu'un sur qui on mise dans le clan Alemon. L'année 2015, il y a un contre Finney qui à l'époque aussi était dans ces mecs qu'il fallait battre, et il le bat, et puis il va prendre un titre, alors title holder, pas quelque chose de très c'est pas un très grand souvenir, contre Condrage, je me souviens plus de son prénom, Cornelius. Comment oublier le fameux Cornelius Condrage, qui, je crois à l'époque, il a 43 ans. Condrage, il avait déjà fait des combats de folie, notamment un combat en un round là, où les mecs tombent tous en même temps. Condrage, c'était vraiment un vétéran,
très gros athlète, très très gros athlète, voilà, et qui avait qui avait en plus commencé la boxe tard et donc qui avait finalement assez surperformé vis-à-vis de normalement la petite carrière à laquelle il était prédestiné, mais contre Jermall Charlo, il y a rien, en Super Walter, il n'y a rien à faire. Jermall, avec une boxe très propre, très disciplinée, c'est là aussi où vraiment on s'aperçoit une boxe très, très disciplinée et avec beaucoup de calme, fait son affaire je crois, c'est de mémoire en 3 rounds, un truc comme ça, quoi, tu vois. Petite prise de titre pour le titre IBF et qui, par la suite, va être défendu à chaque fois dans ces fameuses soirées PBC. Finalement, il éclot finalement assez tard, Jermall, mais par contre, Jermall, comme j'ai certainement dû vous le dire dans la discussion Hall of Fame sur son frère, j'enregistre Jermall avant Jermell, c'est pour cela, j'essaierai de ne pas oublier, voilà, de le dire, mais il vient en fait, la temporalité est très intéressante parce que il vient à devenir une figure au sein d'une génération, dans une catégorie extrêmement particulière que sont les Super Walter, vient dans une génération qui, pour moi, est une génération peut-être pas la plus dorée de l'histoire, peut-être une génération qu'on oubliera vite, mais une génération d'une densité de talent et d'athlétisme, une densité absolument énorme. À cette époque, on est en 2015, toutes ces années, 2014, 2015, 2016, 2017, sont des années où la densité est le top. Ouais, je dirais pas le top 10, mais bon, allez, poussons jusqu'au top 20. Et oui, allons, le top 20 Super Walter est d'une densité vraiment exceptionnelle, ce qui en fait, et évidemment, on est pris par évidemment la saga de Triple G, il y a Anthony Joshua qui est clos, etc. Enfin, bref, mais à mes yeux, à ce moment-là de l'histoire, c'est certainement l'une des catégories la plus passionnante et surtout la plus qualitative du circuit. Et donc, Jermall arrive et puis il a un titre, et il a un titre, si je ne me trompe pas, il a un titre avant son frère, alors que son frère a éclos, selon moi, bien avant. Voilà, va arriver l'année 2016. 2016 où, finalement, c'est pas simple pour Jermall, qui a une boxe, je vous le redis, une boxe absolument, je vais le dire, ouais, sublime. Et véritablement à l'encontre de la personnalité du bonhomme, voire de la personnalité des bonhommes. C'est tout la complexité d'avoir des jumeaux et ce fameux thème des jumeaux qui est déjà en soi quelque chose qui reste mystérieux, qui reste extraordinaire à réfléchir, mais en plus dans le sport, dans la boxe, et dans la même catégorie, et au même moment, c'est quand même, il faut bien le dire, quelque chose d'assez unique qu'on a, d'assez unique. Et puis, les deux boxeurs qui, évidemment, c'est n'a pas lissade de dire, qui se ressemblent beaucoup, et puis arrivent déjà chez les fans ultra hardcore, dans les forums, parce que ça n'existe plus les forums, mais des blagues qui circulent entre nous de leur film préféré, c'est Le Prestige de Christopher Nolan, tu sais, Le Prestige. Alors je veux pas vous spoiler le truc, tu vois, mais le grand twist de Prestige, voilà, et
quelque part, pour nous aider, heureusement qu'ils se font des tatous un peu différents. On les reconnaît à leurs tatous différents. Mais toujours est-il que l'un comme l'autre ont une boxe qui est d'une discipline gestuelle, une discipline en termes de stand, comment tu te tiens, d'une discipline dans leur garde, d'une discipline dans leurs appuis, dans leur positionnement, qui est à montrer dans toute école de boxe. Alors que, évidemment, ils sont survoltés en dehors du ring. Je les ai rencontrés, je les ai observés, puis-je dire. J'ai pas une rencontre formelle, mais voilà, je les ai observés, ils étaient à 2 mètres de moi. J'ai pu les observer, ils sont montés comme des pendules. À l'époque, ils ont des grandes gueules qui commencent à s'affirmer et tout ça, et c'est tout le travail d'un des plus grands entraîneurs de boxe qui est Ronnie Shield, qui va être l'entraîneur de Jermell Charlo. Il va être aussi l'entraîneur du frérot jusqu'à un certain point avant qu'il se sépare et qu'il laisse un peu l'espace à Ronnie Shield et à Jermall. Mais c'est vraiment des prototypes de boxeurs que tu te dois d'essayer d'émuler quand tu vas à la salle. Tu vas pas à la salle pour faire Prince Nassim Hamed. Tu vas à la salle et si je pouvais donner un conseil, s'il y a des petits jeunes qui m'écoutent et qui vont à la salle et tout ça, vous prenez pas, mais c'est absolument à reproduire. C'est ça qu'il faut faire. C'est absolument ça qu'il faut faire. Et c'est véritablement intéressant de voir ça parce que il y a une discipline chez lui qui ne traduit pas finalement la dérive mentale dont on va parler prochainement. Vous voyez ce qui est derrière moi. 2016, il faut confirmer, et puis le frérot va prendre aussi un titre dans la même soirée pour rendre le truc historique. On est à Las Vegas, on est au Cosmopolitan. Et donc, Charlo contre Austin Trout, qui devient un gatekeeper de luxe, mais un gatekeeper tellement chiant à boxer. Vrai gaucher, avec plein de tricks, qui sait survivre, qui sait te faire travailler. Et finalement, c'est peut-être à bien y réfléchir pour une défense de titre. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur de briller. Et pourtant, Charlo va montrer que il n'est pas déstabilisé par le fait d'affronter un gaucher et que sa droite, en plus, va être très pertinente et va réussir à dominer un combat c'était couru d'avance, un combat qui était compliqué. Et donc, on se dit, ok, c'est bien, mais on en veut plus, puisque déjà, on fait les louanges de Jermall Charlo. On fait vraiment les louanges. À ce moment des faits, celui qui a la cote, c'est plutôt lui. Et pour vous dire, déjà, c'est qu'on est en 2016 et que c'était même pas 10 ans. Hein. On est en 2016 et que dans ce cheptel absolument incroyable des Super Walter, celui qu'on veut avoir, parce que il apparaît comme la star de la catégorie, et donc on veut essayer d'avoir le scalp de la star, c'est Jermall. On ne call out pas encore Jermell, on call out Jermall. Et ce qui arrive avec Julian Williams, on sent qu'il y a un bif entre Julian Williams, que j'ai eu évidemment la chance de rencontrer, et je peux vous dire, très très grands athlètes, c'est extrêmement impressionnant. Et excellentissime boxeur d'ailleurs aussi. Et Julian Williams, finalement, a ce qu'il veut. Son call-out est entendu. C'est-à-dire que Jermall Charlo va repousser
son entrée chez les poids moyens. On sait qu'il a déjà du mal avec le poids et il va rester encore en super welter pour faire ce combat. Et ça devient un grudge match. Ça devient un grudge match et là, ça devient un combat intéressant puisque il n'y a pas, comment dire, il n'y a plus à douter. On a un vrai duel entre deux mecs qui ne s'apprécient pas, qui ne s'aiment pas et qui jouent plus qu'un titre IBF, hein, vous avez bien compris. Là, on joue l'honneur. Donc, combat immanquable, qui n'a pas été manqué évidemment par ton capitaine. Et arrive un combat extraordinaire, il n'y a que quelques rounds, hein, je crois que c'est en synchrone. Mais j'ai de mémoire au deuxième round, arrive, selon moi, le geste pugilistique de la décennie. Il y a tout dans ce geste. Il y a tout. Le timing, le coup d'œil, le contre, la vitesse, l'exécution, il y a tout. Il y a tout dans ce geste. Il y a tout. Il y a du génie dans ce geste. Et c'est pour moi le geste pugilistique sur un ring des années 2010. Et c'est fait par Jermell Charlo. Et c'est assez extraordinaire. C'est c'est un souvenir indélébile, c'est extraordinaire de voir ça. Et là, en fait, alors que Julian Williams, au courage, revient un peu dans les rounds, propose quelque chose, mais Charlo est quand même devant et surtout est en contrôle. Et Charlo arrive à finir et on s'aperçoit qu'il est un très bon finisseur, très très bon finisseur, tout en restant organisé. Jamais il n'est désorganisé. Jamais il n'est indiscipliné sur un ring. C'est extraordinaire à voir, à montrer, je répète, dans toute école de boxe. Et énorme victoire. Et puis, finalement, une sortie de la catégorie des super welter qui n'est plus la sienne, une sortie par le haut, et surtout en affrontant un loup, un vrai loup de sa catégorie et de sa génération, en gagnant, en étant extrêmement impressionnant. Et finalement, cette date est importante parce que, comme je vous le dis, on en faisait des caisses sur Jermell Charlo sans avoir la rétribution sur le ring. Là, on y est et c'est assez impressionnant. Après, pour ceux qui savent vraiment, il y a aussi beaucoup de troubles au niveau de ce combat, avec des tests antidopage qui ont été un peu oubliés, hein, dira-t-on. Voilà. Et notre confrère Michael Montero, qui réévoque ça dans la conférence de presse, s'est fait blacklist à partir de là. On peut vous le dire aussi un petit peu pour être un peu intellectuellement honnête, mais bon, bref. Toujours est-il que c'est assez énorme. Et donc tu te dis, waouh, là on a un grand pugiliste qui arrive chez les moyens, à partir de 2017. Mais qui arrive chez les moyens à partir de 2017. 2017, c'est quoi? C'est l'année du premier combat entre Canelo et Triple G. Donc c'est pas anodin. Et à ce moment-là, la catégorie, donc on revoit la catégorie des moyens comme la catégorie centrale. Le duel, on sait que c'est un duel pour l'histoire, mais dans la vie de la catégorie, le nom Charlo apparaît, est déjà là, quoi. C'est-à-dire, il y a le Charlo aussi qui est déjà là et qui peut peut-être faire un coup. Mais finalement, ce diamant qu'on estime brut, finalement, est déjà perdant en 2017. C'est déjà, si on peut le dire avec le recul, c'est déjà mort. Pourquoi? Parce qu'on est au sein de quel monde?
et pourquoi je vous ai fait tous ces épisodes, on est au sein du monde de PBC. C'est-à-dire que on boxe très très peu. Et là, je pense que déjà, la machine, comme je vous dis, qui est sur le ring, est tellement disciplinée, mais cette discipline ne se traduit pas non plus dans, comment dire, un travail sur la carrière de fou, puisqu'en 2017, est-ce que vous vous souvenez de Jorge Sebastián Heyland, qui est un Argentin? Il y a un short rouge ce soir-là. C'est un mec qui est très certainement n'a plus, n'a plus un genou fonctionnel, ou en tout cas avait, au moment des faits, un énorme problème au genou, et qui, enfin, c'est un non-combat, c'est un non-match. Il y a quelque chose de pathétique, quoi. C'est la brebis qui vient bras en croix se prendre le chaos. C'est assez pathétique. Et ça ne fait pas du bien à Charlot qui, encore une fois, presque dans une session de sparring, je veux dire, montre encore une fois quel magnifique boxeur c'est, et l'expression d'une boxe que tout coach qui se respecte ne peut que, à minima, respecter et à plus forte raison, demander d'imiter en salle, quoi. Mon PBC 2017, il n'y a que ça. Et je crois qu'un mec comme Charlot, qui, on va s'en apercevoir avec le temps, est pas très solide, non pas sur ses appuis, mais sur son humeur, c'est pas bon du tout. On le retrouve en avril 2018 dans une super soirée avec Gervonta Davis, notamment. Super soirée. Et contre Hugo Centeno Jr., qui était un poids moyen qui revenait bien, qui était un top 20, top 25, mais qui était dans une bonne période. Il avait fait des combats aussi sur PBC, mais sur les petits réseaux. C'était un mec qui était à minimum en progression, mais qui était bien. Et là, c'est le Jermell Charlot qu'on aime. Encore une fois, une ouverture et puis une finition exceptionnelle. Exceptionnel, où on se dit, il y a de la patate. Il a la patate d'un poids moyen pour se faire respecter, et c'est un gros chaos, c'est spectaculaire, c'est parfait. Et tu te dis, c'est là peut-être le 3e larron dans la catégorie. Voilà, puisque Danny Jacobs décélère un peu, toutes ces choses-là, on dit, et lui, invaincu, le vent en poupe, encore jeune à cette époque-là, enfin voilà, il est dans une très bonne vingtaine déjà, mais voilà quoi, c'était vraiment un statement, et ça avait été pris comme tel. Et puis, évidemment, il va falloir encore attendre plus de 6 mois pour le retrouver. Pour retrouver dans une soirée qui était une soirée des Charlots en 2018, et c'est là où quand même le mec est fort, c'est que le frérot va, et on vous en parle dans la discussion à la fin, le frérot va tomber alors dans un combat compliqué, serré, honnêtement discutable, mais il va se prendre une défaite. Alors que Jermall est avec Ronnie Child dans le vestiaire en train de faire les pads et en même temps en train de regarder son frère. Et vous comprenez, là, c'est pas cette connexion de jumeaux, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, mais voilà, le ressenti qu'ils ont l'un pour l'autre est exceptionnel dans tous les sens, dans le positif comme dans le négatif. Et alors que Jermall, lui, va affronter Korobov,
qui est un mec pas simple à prendre, et gaucher en plus. Et évidemment, contre Kombrobov, il faut se refocaliser, tout ça, et tu sens que il est déstabilisé. Tu sens qu'il est déstabilisé, et puis que Kombrobov est un super bon boxeur gaucher, et qu'il le fait travailler, et que c'est compliqué. Mais, encore une fois, Djermal, à ce moment-là, je dis bien à ce moment-là, est peut-être meilleur que son frère. Et sait gérer les combats compliqués, et même arrive à avoir une accélération. Il y a un 12e round où il fait vraiment mal à Korobov, mais vraiment mal. Korobov il aurait pu être à ça d'être arrêté, évidemment, et ça montre que le mec est véritablement solide. On attend plus, mais il est véritablement solide. Vient ensuite l'année 2019. L'année 2019, où encore une fois, on n'aura que 2 combats. Voilà, la temporalité PBC a complètement joué en défaveur de tant de boxeurs. Évidemment, un mec comme Djermal et comme tant d'autres, Danny Garcia ou tant d'autres, ont été pris dans la secte Alemon et se sentaient redevables à Alemon. Mais à ce moment-là, ce mec-là aurait dû boxer minimum 3 fois par an pour continuer à mettre une pression sur le boxing business extérieur, c'est-à-dire aux autres grands noms, et pour les avoir, puisque contre Centeno, au micro, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un call-out, il call-out Triple G. Malheureusement, en 2019, Triple G, il fera encore des combats, Triple G. Hein. Il sera de retour, il fera des combats. Ce ne sera pas contre Charlo, et ça ne sera jamais contre Charlo. L'année 2019 arrive où, en fait, est-ce que Charlo est à son niveau réel? Notamment contre Brandon Adams. Brandon Adams, voilà, on a vu ça comme quelque chose de décevant, puisque ça va aux 12 rounds. Brandon Adams est, est un énorme athlète, poids moyen énorme. Revoyez mon interview de Willie Monroe Jr., lui aussi grand poids moyen de son époque, qui nous parle de Brandon Adams et qui nous parle comment c'est compliqué de boxer Brandon Adams. Évidemment, Charlo arrive à le boxer, arrive à maîtriser, mais revoyez ce combat parce que ça a demandé plus qu'on ne le croit. Ça a demandé plus qu'on ne le croit. Brandon Adams sera un mec qui aura des KO par la suite, notamment contre Bonchuk, qui était tout finalement quand tu savais qu'il était tout sauf une surprise. Voilà, mais c'est, comment dire, c'est parce qu'on attend. L'année 2019 se finit avec encore une superbe, non pas combat, mais une superbe performance. Voilà, parce que Djermal, Charlo arrive parfois à nous donner des belles performances. Et c'est ça qu'on aime chez lui, à défaut d'avoir des grands combats. Ce qu'on a, à part contre Julian Williams, mais c'est que synchrone, qu'on n'a jamais eu avec Djermal Charlo. On a des belles performances contre Denis Hogan qui avait fait toute une performance contre Munguia, qui avait été tellement valeureux contre Munguia à l'époque. Hein. Et donc, je crois que c'était en Super Walter qui était performant contre Munguia, si je ne me trompe pas. Et donc, qui venait à New York contre Djermal. Et là, c'est le retour du Djermal qu'on aime. Premier coup. Encore le geste technique parfait. L'uppercut, parfait. Et ça ne sera qu'une question de minutes, de quelques rounds. Même je dirais qu'il fait un peu durer. Quelques rounds pour montrer que Hogan n'y était pas et c'est un beau KO, tout ce que vous voulez. Voilà. Et là arrive finalement le destin qui s'acharne au niveau du boxing business, puisqu'on est en fin 2019, vous savez ce qui arrive après, hein, on a tous vécu ça mondialement, voilà. Mais en 2019, il se passait quelque chose du côté de PBC, dont je ne vous ai pas évoqué dans mes épisodes. C'est que PBC avait essayé une intrusion
sur le sol anglais, ou UK plutôt. Ils avaient eu un deal avec quand même un gros réseau de télévision qui s'appelle ITV, et il y avait eu un combat estampillé PBC en Angleterre. Il y en a eu un en dehors de l'Amérique. Il y a eu un combat estampillé PBC. C'était Chris Eubank Jr. contre James DeGale. Voilà. Et finalement, c'est un truc qui est tombé à l'eau, qui est mort-né, cette association. Mais PBC essayait de s'associer avec Chris Eubank Jr. Pourquoi? Eh bien, pour donner un semblant de grand combat ou de grandes affiches pour leur poids moyen et donc pour Jermall Charlo. Le soir du combat de Hogan, en sous-carte, a lieu Chris Eubank Jr. contre Korobov. On a tous oublié ça. Mais Korobov se blesse le dos dans le premier round et abandonne. Combat, encore une fois, mort-né, qui frustre énormément Chris Eubank Jr. Chris Eubank Jr. arrive au micro de Showtime à l'époque et parle de sa frustration et tout ça. Mais ce qui est évoqué à ce moment-là, c'est un combat Chris Eubank Jr. contre Jermall Charlo. Et là, tu te dis, ok, c'est pas Triple G Canelo, loin de là, mais c'est une affiche. Voilà, Eubank Jr. s'est relancé après sa défaite contre Groves, s'est bien relancé, sa victoire contre DeGale, même si c'est l'ombre de DeGale, mais peu importe. Ça le relance pertinemment. C'était ce qu'il fallait. Et puis Covid arrive, et donc tout tombe à l'eau. Tout tombe à l'eau. Et quelque part, c'est peut-être pas grave parce que dans cette année Covid terrible, Jermall Charlo va montrer qu'il est un excellent boxeur en affrontant dans une ambiance très particulière, dans un studio, il n'y a pas de public et tout ça. Donc c'est quelque chose complètement un peu fou en fait, et complètement ubuesque comme ambiance, mais va affronter Sergei Derevyanchenko. Et bon, affronter Sergei Derevyanchenko, maîtriser Sergei, faire une performance tout en maîtrise, c'est pas donné à tout le monde. Beaucoup se sont cassés les dents sur Derevyanchenko et beaucoup, c'est peu de le dire, n'ont pas brillé. De Danny Jacobs à Triple G. Un Triple G qui passe, qui est proche de la sanction contre Derevyanchenko. Monguia qui se fait extrêmement peur contre Derevyanchenko aussi, alors que c'est un Derevyanchenko qu'on dit déjà usé. Voilà. Ou Christian Mbili qui n'arrive pas à finir un Derevyanchenko avec un bras, qui n'a que un bras pour se faire et qui arrive à le travailler au corps. Derevyanchenko, c'est immense. Ça sera certainement un mec qui restera dans les pages d'histoire comme ayant perdu tous les combats qu'il fallait pas perdre, mais en étant un boxeur qui s'est fait respecter par tout le monde. Et enfin bref, ça vous montre la chose. Mais Jermall va boxer avec une très grande discipline Derevyanchenko, et on se dit sky is the limit. On se dit c'est très solide, c'est extrêmement pertinent, et finalement on attend beaucoup plus. Et finalement de cela, il n'y aura rien. Il n'y aura rien, puisque on sent que Jermall, on sent que les dérives commencent. Beaucoup de rumeurs et vis-à-vis de son humeur. Et on se dit que un mec certainement cyclotimique, peut-être, alors avant on disait maniaco-dépressif, mais ça y ressemble beaucoup. Et on se dit, bon, la boxe, ça ne fait jamais de bien à des profils comme ça. Jamais de bien. Les rumeurs que sur les substances et surtout sur la boisson
sont là, on se fout même de sa gueule. Et finalement, ce talent pur ne va plus reboxer que 2 fois. À l'été 2021, contre Montiel, qui lui aussi avait fait 1 ou 2 bonnes performances avant d'avoir son combat contre Charlo, mais où on attendait beaucoup plus. À la sortie de Derevenchenko, on attendait que Charlo ne fasse qu'une bouchée de Montiel, et c'est un combat qui est beaucoup plus laborieux. Et laborieux pourquoi? Parce que il n'y est pas. Il n'y est pas. Voilà. Et finalement, c'est la disparition de Jermell Charlo qui va multiplier les frasques, qui ne va plus boxer. Et là, on se demande, c'est même pas la faute à PBC, c'est qu'il ne veut pas boxer. Et quelque part, on ne saura jamais, parce qu'on ne sait jamais tout en boxe. Mais il était certainement aussi préférable qu'il ne boxe pas. Certainement que des médecins ont certainement dû sonner la sonnette, signaler le problème et tirer la sonnette d'alarme. Et finalement, on voit la transformation d'un mec. Et c'est pour ça que je vous ai mis ça derrière, puisque on voit chez lui finalement, et c'est très impressionnant, c'est très imperceptible, mais en même temps on le voit, c'est que son regard change, c'est que son attitude change, c'est que cette mentalité de lion, Lions Only, elle n'y est plus. Elle n'y est plus. Et vraiment, c'est un homme qui a changé son regard, son attitude, et qui est mentalement certainement en perdition. Et comme beaucoup, la question en toute honnêteté, il ne faut pas se cacher la face, c'est quelle aura été la responsabilité de la boxe là-dedans? Parce qu'il y a responsabilité de la boxe. À quel degré? J'en sais rien, mais il y a notamment cela. Et finalement, on va voir un Jermall qui même se fait humilier par Caleb Plant avec sa célèbre claque, quelque chose que je pense que le Jermall de 2018 n'aurait jamais pris, mais voilà. Et une tentative de retour, mais on sent bien que c'est une tentative de retour, même pas pour les rankings, même pas pour d'autres objectifs, même si il y a Canelo qui est dans l'équation PBC à partir de ce moment-là, mais dans l'une des dernières soirées Showtime, en sous-carte de Benavides Andrade, il y a le retour de Jermall Charlo contre le frère Benavides, si je me trompe pas, ça arrive ce soir-là, contre le frère Benavides, José Benavides, qui les aura tous affrontés, qui c'est lui aussi une carrière qui aura complètement dévié à cause de problèmes de gang à Phoenix et tout ça. Et un mec qui aura eu une balle dans la jambe. Et pour sûr, on voit bien que ça fait dérailler sa carrière, parce que José Benavides Jr., quand il est chez les amateurs et tout ça, on parle comme d'une pépite. Hein. On parle comme d'une pépite. Et donc, il y a un combat catchweight pour Jermall Charlo qui, encore une fois, va dominer les débats par sa discipline, par sa gestuelle et sa discipline, même si c'est ce Jermall Charlo-là qui boxe. Et qui, finalement, défensivement, il n'y a pas d'autre mouvement de balancier, donc il prend quand même des coups qu'il ne devrait même pas prendre, en fait. Ce Charlo-là n'aurait pris aucun coup contre José Benavides. Et José Benavides est un bon boxeur. Hein. Attention. Très bon boxeur, très performant, et qui a essayé de tout donner ce soir-là. Mais ce Charlo-là n'aurait rien pris. Ce Charlo-là prend des coups inutiles quand même, mais propose encore une boxe léchée, disciplinée, sous l'égide de Ronnie Shields, et heureusement qu'il a Ronnie Shields avec lui. Voilà. Et ça devient
c'est un combat qui a été qui m'a laissé un sentiment qui est assez rare. C'est un sentiment vraiment au moment des faits, hein, au moment où le mec boxe, et tu sais que c'est un sentiment de gâchis parce que tu sais une chose, c'est que tu le reverras pas pendant 2-3 ans à la suite. Peut-être qu'il reboxera en 2027, tu vois. Tu vois, j'exagère, mais je pense que j'exagère à peine. À peine. À peine. Et donc, finalement, pour conclure, on a un parcours qui est extrêmement étrange. Quand on y regarde bien, qui n'est pas que de la faute de Jermall Charlo, mais quand on y regarde bien, on a un parcours extrêmement étrange avec des choses qu'on ne peut pas lui enlever, comme je vous disais, ce fameux geste qui est pour moi le geste d'une décennie, qui a quand même de belles victoires et en même temps qui n'a réussi à capitaliser en rien et qui n'a jamais finalement réussi à vraiment frapper à la porte de l'élite, non pas du haut niveau, mais de l'élite, en ayant, à mes yeux, une boxe élite. C'est un cas extrêmement étrange, puisque ça sera certainement un boxeur invaincu, qui va devenir un what if, mais pas un what if très... comment dire, très utilisé par les fans de boxe. Voilà, c'est quelque chose, c'est un boxeur invaincu qui va se faire oublier alors qu'il était dans une position absolument incroyable. Je pense un talent pur, jumeau d'un autre grand boxeur, qui ont boxé en même temps, pendant un certain temps, dans la même catégorie, qui ont été champions en même temps. C'est une histoire folle. C'est une histoire folle, mais qui ne mettra pas tant de temps que ça à être oubliée. Jermall était même peut-être le plus talentueux des deux. Ça, c'est un grand débat. Ça sera peut-être le seul grand débat intéressant qu'il y aura. Qui aurait été le plus talentueux? Jermall aurait été peut-être le plus talentueux des deux, mais une dérive mentale l'aura empêché d'accéder à l'élite et de devenir ce qu'il a toujours prétendu être, c'est-à-dire un lion, Lions Only, n'oubliez jamais. Et c'est un cas et c'est un portrait, je pense, un des plus étranges qu'on aura vécu. Le plus étrange puisque ils sont rares les boxeurs invaincus qui se retirent invaincus et qui ne laisseront aucune trace, à part peut-être une trace, je vous le dis encore technique, puisque n'hésitez pas si vous êtes papa entraîneur ou si entraîneur, je ne sais rien, mais si vous êtes entraîneur de vos petits rejetons, s'il y a un boxeur à voir en termes de discipline pugilistique, c'est bien Jermall Charlo. Et vraiment, on conseille, imitez-le à la salle. Vraiment. L'énigme, absolument au-delà de tout, Jermall Charlo, c'est ce que j'essaie de vous proposer dans ce portrait, qui ne sera pas une discussion Hall of Fame, qui ne peut pas être une discussion Hall of Fame, mais qui reste un cas extrêmement étrange de la boxe. Et on lui souhaite quand même de s'en sortir, puisque apparemment la vie n'est pas simple pour lui, mais talent, il y avait, c'est indéniable. Voilà, c'était mon portrait de plus que l'énigme, de l'étrange monsieur Charlo. Voilà, cette âme en peine qui aura traversé la boxe. Et je crois que j'intitulerai ma vidéo comme ça. Une âme en peine traverse la boxe. Elle s'appelle Jermall Charlo. On se rejoint bientôt pour d'autres aventures boxe. Portez-vous bien.